Écoutez, bonjour tout le monde. Évidemment, d'abord, je profite du dernier week-end du mois de janvier pour vous formuler tous mes vœux, la bonne santé à toutes les personnes avec qui j'ai pas pu encore échanger, pour vous, pour vos familles, pour vos proches. C'est l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétro de l'année 2020, particulièrement difficile. Hey, salut, ça va? L'année du choc. Salut. Je ne sais pas si on peut couper le micro. C'est une année aussi de prise de conscience pour beaucoup, parce qu'on l'a dit, les crises ont agi comme un révélateur Coucou. Un révélateur de tous les désordres du monde, toutes les impasses de nos sociétés et des inégalités qui frappent toujours plus durement les plus vulnérables. C'est aussi le moment de faire le bilan de l'action du gouvernement, et le bilan, il est sévère. Son incapacité à anticiper et à nous protéger est criante. Et tout ça, c'est valable sur les masques, puis sur les tests, puis sur la mise en place de la politique de vaccination, et encore hier dans l'intervention du Premier ministre. On navigue entre incompétence, arrogance, improvisation, une logique à la Jupiter, mais bien haut, très très haut sur l'Olympe, complètement hors sol, à improviser sans cesse et anticiper jamais. Je prends deux exemples, mais malheureusement, on pourrait les multiplier, où la communication politique a remplacé l'anticipation. C'est le télétravail. On nous a dit le virus, il circule en fait qu'après 18 heures. Nous réclamons l'organisation du télétravail. Et le Premier ministre Jean Castex déclarait en octobre, nous invitons les entreprises à développer le télétravail. Puis en novembre, le télétravail devrait être le plus massif possible. Puis en décembre, le télétravail doit être maintenu partout où il est possible. Et le 29 janvier, le télétravail devrait être renforcé dès que possible. Donc là, ça c'est pour les discours. Mais dans l'idée d'organiser véritablement le télétravail, de rendre l'accord national interprofessionnel contraignant et forcer les entreprises qui le peuvent à l'organiser, ça pour le coup c'est non. On avait pourtant tout l'été pour le faire, dans l'attente de la deuxième vague qui était déjà prédite par le Conseil scientifique, et puis bien sûr tout le second semestre de 2020. L'autre exemple, c'est les écoles. Le ministre Jean-Michel Blanquer, le 29 août, il y aura un protocole sanitaire. Il était temps, la rentrée, c'était quelques jours après. Mais il expliquait en même temps, que les enfants ne participaient pas à la propagation du virus, ou si peu. 15 jours plus tard, le protocole devrait être renforcé. Le 15 octobre, le protocole sera renforcé. Le 4 novembre, à la rentrée, après les vacances de Toussaint, renforcement du protocole. Le 2 décembre, nous allons renforcer le protocole. Et la réalité, si vous discutez avec des parents d'élèves, est-ce qu'on peut couper les micros, pardon. La réalité, c'est que les agents manquent, les infirmières scolaires manquent, les médecins scolaires manquent, et dans certains lycées, les fenêtres ne s'ouvrent même pas. Donc, il n'y a pas de protocole sanitaire possible. Le ministre de l'Éducation était jusqu'ici peut-être trop occupé à regarder les cartes électorales en Île-de-France où il voulait se présenter. Et finalement, il nous renonce. Je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle en vrai pour les écoles, pour les parents d'élèves, pour les fédérations de parents d'élèves. Je lui suggère juste un petit conseil sanitaire. Le masque, c'est sur la bouche et le nez, pas sur les yeux. Évidemment que les enfants participent à la propagation du virus. Évidemment qu'il y a urgence. Et donc, si vous maintenez les écoles ouvertes, arrêtez de parler de bientôt renforcer le protocole sanitaire et mettez-le en place et recrutez les agents nécessaires. Et l'anticipation, bien sûr, c'est arrêter de traiter l'hôpital public comme une marchandise. Depuis des décennies, on ferme des lits et aujourd'hui, on en paye le prix. Ce gouvernement et les précédents nous ont conduits dans l'ornière dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est Castex aujourd'hui, Premier ministre, Monsieur Confinement, qui est en fait Monsieur Déconfinement, et qui était déjà conseiller social de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas très bien ce qu'il faisait de son temps. Et avec lui, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, qui ont mis en place la tarification à l'acte qui a tant fragilisé l'hôpital. C'est eux aussi qui ont validé l'idée du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est-à-dire moins de professeurs, moins de policiers, moins de soignants. Et Hollande, évidemment, malheureusement, n'a pas fait marche arrière, bien au contraire. Et il a dilapidé toutes nos marges de manœuvre avec son fameux
crédit impôt compétitivité emploi et ces aides aux entreprises sans aucune contrepartie. Et aujourd'hui, alors que le discours sur la santé, un peu comme sur l'écologie, tout le monde se dit qu'il faut protéger la santé, eh bien aujourd'hui, les fermetures de lits continuent. C'est moins 600 lits à Paris-Nord avec le regroupement de 3 hôpitaux. C'est moins 300 lits dans le Nord-Essonne, là encore avec le regroupement de 3 hôpitaux. Et c'est des centaines encore en moins à Nantes et à Nancy. Et vraiment, il faut se dire à quel point il faut être dogmatique aujourd'hui pour continuer, malgré les attentes générales de la population, à supprimer des lits d'hôpitaux et à éloigner encore et fragiliser encore le service public hospitalier. Et pourtant, cette année 2020 a permis d'illustrer de la façon la plus violente le lien inextricable entre la santé de nos écosystèmes et la santé humaine. Et donc nous pouvons dire aujourd'hui, avec Éloi Laurent, qui propose de faire de la bonne santé la valeur cardinale de toute politique publique, nous pouvons dire avec lui, la meilleure politique économique, c'est une bonne politique sanitaire, et la meilleure politique sanitaire, c'est une bonne politique écologique. La santé de nos écosystèmes est très directement liée à la santé humaine et à la santé de la faune. Et pourtant, c'est le cadet des soucis de ce gouvernement. Je continue le bilan sur l'environnement, sur la justice sociale, sur le sociétal, sur la démocratie. À chaque fois, il est en carence, voire en échec. Sur l'environnement, il prend même des mesures anti-écolo. C'est la réintroduction des pesticides tueurs d'abeilles. C'est le refus de mettre en place les mesures préconisées par la Convention citoyenne pour le climat. C'est le renoncement d'inscrire dans la loi le crime d'écocide. Là, on a un vague délit d'écocide, mais en fait une construction qui vous empêche de le mettre en œuvre. Donc, c'est même une régression par rapport au délit de pollution actuel. Et c'est évidemment la scandaleuse décision d'enfouir les déchets à Stocamine, tout près de la nappe phréatique d'Alsace. Ça veut dire très concrètement exposer les générations futures à des pollutions possiblement irréversibles, exactement comme pour l'amiante ou comme pour le chlordécone. On est à nouveau en train de construire des bombes à retardement qui touchent encore et toujours les plus vulnérables. Évidemment, ce ne sont pas les patrons du comité amiante, c'est cette triste organisation qui faisait lobbying pour prolonger l'utilisation de l'amiante. Ce ne sont pas ces lobbyistes du comité amiante qui décèdent aujourd'hui des cancers de la plèvre. Et ce ne sont pas les propriétaires terriens aux Antilles qui développent des cancers de la prostate parce qu'on a gâché, saccagé les terres antillaises pour 700 ans avec le chlordécone. Ce constat, on peut le faire également avec la pollution. L'inaction, elle est criminelle. Les premières victimes sont les classes populaires, les plus vulnérables, celles et ceux qui sont exposés sur les carrefours, sur les grandes avenues. Et nous attendons désormais de manière imminente une sanction, une amende de la part de l'Union européenne. Et on en vient à se dire qu'il faut que finalement agir en justice pour contraindre l'État à enfin agir et protéger la population. L'année 2020, on l'a vu, c'était l'année la plus chaude depuis qu'on enregistre les températures. Et donc avec cette urgence, eh bien, les petits pas ne peuvent pas suffire. Même les petits pas sont aujourd'hui des reculs. Et sur la justice environnementale, sur la justice sociale, on parle finalement des deux faces d'une même pièce. Et là encore, en matière de justice sociale, évidemment, le bilan du gouvernement est en dessous de tout. C'est les plus vulnérables qui sont les plus touchés par la crise et c'est les plus vulnérables qui sont abandonnés par la politique de premier de cordée de ce gouvernement. Selon le dernier rapport d'Oxfam de cette semaine, il a fallu seulement 9 mois aux milliardaires pour retrouver leur richesse d'avant-pandémie. En 9 mois. Et pour les plus pauvres, on estime que ce sera plus de 10 ans qui seront nécessaires pour leur permettre de se relever. Et c'est encore une fois le gouvernement qui a précipité la difficulté. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord baissé les impôts des plus riches avec la suppression de l'impôt sur la fortune et en parallèle, pour le financer, il a raboté les aides personnalisées au logement. Et sur le logement, on attend après-demain le rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, mais évidemment que les mesures sont largement insuffisantes. Sur la construction, il est en échec. Sur la rénovation thermique, il est en échec. Sur l'encadrement des loyers, il l'a mis de manière facultative. Et le programme Logement d'abord,
ce programme si précieux pour sortir des logiques d'hébergement, ce programme qui est plébiscité par les associations, il est quasiment à l'arrêt malgré toutes les promesses. Et peut-être que je ne sais pas même pas dire, parce que c'est même pas la carence, je crois qu'il y a une volonté véritablement de laisser tomber la jeunesse. Mais peut-être que la question du sort des étudiants et des jeunes est la plus parlante. C'est pour elles et eux que les conséquences de la crise sont les plus dramatiques. Et on en a marre des numéros verts. Nous voulons le revenu de solidarité active pour les 18-25 ans. Il y a 20 à 25% de chômage pour les moins de 25 ans. Nous voulons qu'en tant qu'adultes, ils puissent bénéficier des mêmes droits que tous les autres. Et sur ce sujet, je tiens à saluer le travail mené avec les jeunes écologistes et les organisations de jeunesse et le travail, le boulot de nos sénateurs et sénatrices dans l'institution pour relayer cette demande. Nous voulons le moratoire sur les loyers, du Crous et d'ailleurs. Nous voulons une allocation d'autonomie. Nous prenons le pari de la jeunesse, le parti de la jeunesse, parce que nous sommes le parti des générations futures. Et il n'y a pas d'avenir sans une jeunesse heureuse qui puisse s'émanciper et qui s'approprie véritablement les leviers de la transition. Et là-dessus, plus qu'ailleurs, je le disais, les propos des membres du gouvernement c'est même plus l'Olympe, c'est même plus hors sol, c'est stratosphérique. Qu'on pense une fois quand même que Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, on l'a jamais entendu dans les mois qui précédaient. Et quand elle est sortie, c'est pour infantiliser les étudiants en parlant des bonbons collés sur les tables et que c'était à cause de ces bonbons et de l'étudiant qui ramassait un bonbon sur la table que le virus se propageait dans les universités, alors même qu'elle est défaillante sur l'organisation des protocoles sanitaires. Et évidemment, c'est Bruno Le Maire qui dit qu'à 18 ans, ce que l'on veut, c'est un travail. Et venant de lui, je crois que c'est le pire des cynismes. Vous le savez peut-être pas, mais lui, à 19 ans, il a pu faire une classe préparatoire. À l'époque, on disait BL. Puis, il a réussi l'école normale supérieure. Et dans ce cas-là, vous êtes rémunéré par l'État. Et ensuite, il a pu faire l'ENA, là encore, pendant 11 ans d'études, finalement, toujours rémunéré par l'État, parce que lui a pu avoir accès aux grandes écoles grâce aux classes préparatoires qui recrutent toujours, en grande partie, parmi les familles les plus favorisées. Et lui se permet de faire du cynisme et de refuser finalement que l'ensemble de la population, l'ensemble de la jeunesse puisse avoir les mêmes droits et les mêmes chances que lui. Voilà ce que nous voulons finalement pour l'ensemble de la jeunesse, la capacité de s'épanouir, de travailler, d'étudier dans des bonnes conditions. Et ce gouvernement, il est hors sol. Je parlais de la question de l'environnement, je parlais de la question de la justice sociale. Il est évidemment absolument déconnecté quant à la réponse sur l'inceste. Moi, j'ai été, je pense, comme vous, bouleversé par le courage des personnes qui ont osé parler. Un Français sur 10, une Française sur 10 qui est touchée, en moyenne. Et évidemment, on a tous et toutes eu autour de nous des personnes qui soit ont décidé de parler, soit ont même réalisé finalement, c'est la question de la mémoire traumatique, que les gestes déplacés, soi-disant, qu'ils avaient subis étaient en fait une agression ou un viol. Et l'avalanche de témoignages doit nous faire assumer que la France a un problème. Donc moi, j'ai été bouleversé par ce courage et presque terrassé par l'incapacité du Premier ministre à nommer les choses. Vraiment, vous savez, la phrase qui dit « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », eh bien, le Premier ministre a été incapable de dire les mots inceste ou pédocriminalité. Et alors que toutes les associations s'en étaient émues, le président de la République lui-même a récidivé. Il a salué la parole des personnes qui parlaient, évidemment, sans être capable de dire un mot de l'inceste ou de la pédocriminalité. 120 longues secondes sur le sujet de l'inceste, sans évoquer l'inceste. Donc vraiment, comment est-ce qu'on peut agir si on ne regarde pas la réalité en face? Si vous avez des millions de victimes, alors vous avez des millions de prédateurs. Et vous avez donc un problème de société, un problème où la société organise et facilite l'impunité.
Et donc là encore, on va nous ressortir des numéros verts. Et comme avec le Grenelle des violences faites aux femmes, des grands rendez-vous certainement, avec des conclusions dans 2 mois ou dans 2 ans, et pas de moyens. Ça, on n'en peut plus. Et c'est maintenant qu'il faut agir, parce que chaque jour qui passe où nous regardons à côté, eh bien, nous laissons des enfants menacés et peut-être demain des vies brisées. C'est pour ça qu'il faut un grand plan contre l'inceste, comme le réclament les associations. Et ça commence pas tant par la libération de la parole, mais par la libération des oreilles, comme nous le disent les associations spécialisées. Et les pouvoirs publics qui ne s'y attaquent pas sont disqualifiés pour nous parler de sécurité. Et donc, il faut former les enseignants, les policiers, les juges. Il faut pouvoir éloigner les parents prédateurs. Il faut pouvoir prévenir, former, sanctionner. Et ça nécessite des moyens à la hauteur du problème de société que certains semblent découvrir. Et donc, on a un gouvernement qui est en carence sur l'environnement, sur la justice sociale, sur les enjeux sociétaux, incapable finalement de nous protéger. Et sur la démocratie, enfin, là encore, le gouvernement a fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Et peut-être même celui qui fragilise toujours plus notre démocratie. C'est l'enterrement de la promesse présidentielle sur la reprise sans filtre des mesures de la Convention citoyenne pour le climat. C'est la non-introduction de la proportionnelle, malgré la promesse de Hollande puis de Macron. Je salue d'ailleurs le fait que François Bayrou s'accroche. Nous nous associons à ces initiatives. Et c'est aussi, malheureusement, le spectre du report des élections départementales et régionales. Et donc, nous disons, on ne peut pas confiner la démocratie. Si nous pouvons aller travailler, si nous pouvons prendre les transports en commun, nous pouvons aller voter. Et c'est de la responsabilité de l'État et des préfets d'organiser les scrutins dans le respect des règles sanitaires. C'est ce que nous avons rappelé avec 6 autres têtes de liste. On ne décide pas de la date des élections pour convenance personnelle. On ne confine pas la démocratie. Je pourrais aussi parler en matière d'atteinte à la démocratie, des prorogations successives de l'état d'urgence sanitaire ou des moyens de contrôle du Parlement qui s'effondrent. Tout récemment, il y avait une mission d'information sur la gestion de la crise sanitaire. Ces conclusions ont déplu au gouvernement, alors celui-ci l'a tout simplement supprimé via sa majorité à l'Assemblée. Pas de thermomètre, pas de problème. Et c'est certainement le même raisonnement qui a conduit le gouvernement à s'entêter à museler la presse et à empêcher de filmer les violences policières. Pas de thermomètre, pas de problème. Eh bien, nous répondons présent, évidemment, aux côtés de la coordination pour les libertés publiques. Et je salue les personnes qui ont pu aller manifester cet après-midi, place de la République à Paris. Finalement, ce gouvernement, il nous craint, nous les écologistes. Je vois également pointer la mission d'information parlementaire, pilotée par les Républicains et la République en marche, qui demande de renforcer l'arsenal pénal contre les militants anti-glyphosate, véganes ou anti-chasse. Donc d'un côté, vous avez l'impunité pour Lafarge, Lactalis, Norgol, la Montagne d'Or ou Total, mais un acharnement contre celles et ceux qui militent pour le bien commun. Entre les deux, finalement, le gouvernement a choisi son camp. Il faut le dire tranquillement, très sereinement, ce gouvernement qui, toujours dans l'arrogance, jamais avare de leçons, ne sait pas faire. Ils ne savent pas prendre soin de la population, ni anticiper. Et pour nous, donc, il ne s'agit pas simplement de remplacer un mauvais gestionnaire par un autre, mais de mettre l'écologie aux manettes et de faire autrement. L'écologie est le seul discours politique réaliste. Ce sont les autres les rêveurs. Ce sont ceux qui ne jurent que par la reprise économique. L'écologie est un projet réaliste et scientifique, contrairement à l'utopie de la croissance. Il n'y a pas d'arbitrage entre économie et écologie. Il n'y a pas d'économie sur une planète morte. Ne nous laissons pas enfermer dans ces faux débats. Ce siècle qui vient, c'est celui de l'environnement et il faut que ce soit celui de l'écologie politique au pouvoir. Et donc, il ne suffira pas d'une simple alternance pour faire encore et toujours la même chose. C'est la définition de la folie, ça, selon Einstein. Faire encore et toujours la même chose et espérer un résultat différent. Et donc, nous dessinons un autre chemin, un projet qui répond aux enjeux du siècle et qui peut rassembler 2 Français sur 3. C'est ça le projet républicain. Celui qui renoue avec l'idéal du triptyque républicain, mais qui ne se contente pas de le proclamer, qui constate les insuffisances actuelles et qui travaille activement
à se rapprocher de cet idéal. C'est ce chemin que nos maires ont commencé à tracer. C'est l'occasion de changer d'échelle, de passer pour eux de l'expérimentation à la généralisation. Je prends l'exemple de la mise en régie de l'eau à la métropole de Lyon et bientôt à Bordeaux. 1 milliard d'euros à Lyon pour la transition écologique et les mobilités. C'est l'exemple de Jeanne Barzéguian à Strasbourg qui décrète l'urgence climatique et qui lance un grand emprunt pour financer les investissements. C'est l'exemple d'Anne Vigneault à Besançon qui passe les bâtiments publics en 100% électricité verte et lance leur rénovation. Et c'est évidemment Emmanuel Denis à Tours, Léonore Mauconduit à Poitiers, Clément Rossignol à Bègles, Patrick Chemovitch à Colombes, Jean-Marc de Frémont à Savigny-sur-Orge, Daniel Dambard à Schiltigheim. Et je vous avoue que je trouve une gourmandise coupable, le rare privilège d'un secrétaire national qui n'est pas en mesure de pouvoir nommer tous nos maires. Et ça, évidemment, par rapport au précédent, c'est un privilège que je savoure et que nous devons toutes et tous ensemble savourer. Et en 2020, pour nous, et pour finir ce bilan de l'année pour les écologistes, c'est aussi un groupe au Sénat, avec d'ailleurs un joli score et des résultats bien supérieurs à nos attentes, y compris dans les départements ruraux. Preuve que les polémiques qui ont émaillé l'été et les débuts de nos maires ne sont que de l'écume. On nous a beaucoup parlé de vagues. La vérité, c'est que c'est une lame de fond. Et l'enjeu pour nous, c'est l'implantation de l'écologie. Et donc 2021, c'est ça l'enjeu, l'année de la consolidation avec les régionales et la préparation de la présidentielle pour la victoire de l'écologie 2022. Voilà le plan. 2019, la percée. 2020, l'implantation dans les villes et au Sénat. 2021, la consolidation. 2022, la victoire de l'écologie. Et nous prendrons appui sur cette société mobilisée qui est en train d'arracher des victoires juridiques historiques. C'est l'exemple de l'affaire du siècle ou l'action de Damien Carême à Grande-Synthe. Je salue à nouveau l'action décisive de la présidente de l'ONG Notre Affaire à tous, Marie Toussaint, aujourd'hui eurodéputée, et bien sûr l'action avec les 3 autres ONG. On attend cette semaine le jugement, le délibéré, mais il est possible que le tribunal administratif condamne l'État pour inaction climatique, pour carence, et l'enjoigne à finalement aligner les discours sur les actes. Finalement, c'est ça, c'est obliger l'État à agir et faire primer les biens communs sur la liberté d'entreprendre. C'est une victoire à portée de main, une victoire historique qui nous en fera gagner beaucoup d'autres. C'est un moment vraiment historique qui se joue cette semaine. Et nous avançons élection après élection. Et donc, le prochain enjeu, ce sont les élections départementales et régionales. Nous avons besoin que ces élections aient lieu. C'est une question de démocratie. On ne choisit pas la date en fonction de savoir si cela vous arrange ou pas, mais surtout parce que les régions peuvent être le fer de lance de la transformation écologique. Nous ne voulons pas d'un plan de relance comme avant. Nous avons besoin de transformer notre économie et donc d'agir sur ces plans de relance ou de relocalisation. Mais aussi parce que les régions, c'est la qualité de l'air, c'est l'énergie, c'est le climat, c'est l'alimentation, notamment via les cantines scolaires, c'est l'emploi, c'est l'aménagement du territoire. Et donc nous souhaitons faire une politique du quotidien pour nos territoires et non pas une politique d'attractivité pour les plus riches. Finalement, l'attractivité, c'est s'adresser aux desiderata, satisfaire les desiderata de ceux qui ne sont pas sur vos territoires, que ce soit le banquier qatari ou le trader de la City. Et donc nous voulons construire avec les habitants une politique qui retisse les liens sociaux et non pas une politique de hors sol. Et pour ça, nous défendrons également la critérisation des aides économiques. On le défend depuis longtemps. Pas d'argent pour les entreprises qui ne respectent pas l'accord de Paris, pas d'argent, pas de subvention, pas d'argent public pour les entreprises qui sont délinquantes par rapport aux lois sur les égalités, sur l'égalité salariale femmes-hommes, pas d'argent pour les entreprises qui discriminent ou qui offrent des emplois de mauvaise qualité. Il est plus possible de dilapider l'argent public sans contrepartie.
C'est le cas de Total, qui est subventionné beaucoup par la région Île-de-France et qui va licencier à Grand-Puy en Seine-et-Marne. C'est le cas de Michelin, bien sûr, partout en France, alors qu'ils sont soutenus par le CICE ou par les régions. C'est le cas de Bridgestone, dans les Hauts-de-France, qui a pu recevoir plus de 600 000 euros de subvention de la région, de Xavier Bertrand, qui vient maintenant pleurer parce qu'il y a des licenciements. Plus en euros pour les entreprises qui ne respectent pas les accords de Paris. On le dit depuis longtemps, depuis avant en fait l'accord de Paris, et dans un récent sondage, on se rend compte que c'est très très largement, mais c'est massivement soutenu. 80% des écologistes adhèrent à cette proposition, il ne manquerait plus que ça, mais plus de 70% des sympathisants de gauche, et même les 2/3 des sympathisants de la droite, de LREM, du RN ou des Républicains. Et donc, c'est ça, nous pouvons rassembler 2 Français sur 3 sur cette idée de la transition écologique dans la justice sociale. Et donc, on joue gros au régional et je vous demande vraiment de mettre toutes vos forces dans la bataille. On a de très belles candidatures. C'est Claire Desmar en Bretagne, qui est agricultrice, mais qui a aussi travaillé au projet, à l'élaboration des projets européens dans les précédentes campagnes. C'est Antoine Maurice, qui a fait une merveilleuse campagne à Toulouse. C'est Charles Fournier en Centre-Val de Loire. Il organise d'ailleurs un Facebook Live avec Antoine Maurice sur l'avenir des industries, que ce soit l'aéronautique ou d'autres. C'est Fabienne Grébert en Auvergne-Rhône-Alpes, qui travaille notamment sur l'avenir de la montagne. C'est Eliane Romani en Grand Est. C'est Laetitia Sanchez, maire du village de Saint-Pierre-du-Vauvray en Normandie. C'est Nicolas Thierry en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est Karim Adeli dans les Hauts-de-France, avec qui on a d'ailleurs organisé un événement contre la chasse à courre et lancé une votation citoyenne. Je vous invite à venir soutenir les 10 000 premières signatures, votationchasseacourt.fr. On a lancé cette mobilisation parce que le gouvernement et LREM, ils ont une loi sur le bien-être animal. Mais figurez-vous qu'ils ont considéré qu'il ne fallait surtout pas parler d'élevage intensif ni de chasse. Toujours dans le déni, toujours en retard sur les attentes de la population. Jusqu'à même entraver le droit constitutionnel d'amendement, puisque Mathieu Orphelin, le député écologiste, avait voulu déposer un amendement pour soutenir l'abolition de la chasse à courre, et on lui a dit que qu'il était irrecevable. C'est une entrave au droit d'amendement, et pour protéger la chasse et les intérêts de quelques-uns, ils sont donc prêts à aller piétiner notre démocratie. Eh bien, nous disons tranquillement, demain, ce sont les régions écologistes qui organiseront la fin de la chasse à courre. Et donc, on compte sur vous, votationchasseacourt.fr, partagez-le largement. Celles et ceux qui agissent, ce sont les écologistes. On est dans un moment, et on commence à être habitué, où tout le monde se repeint en vert, et nous pouvons dire, ces listes au régional, ce sont les seuls qui feront encore le les élections. Et ça se voit parce que nous sommes les seuls qui mettons les bottes pour nous rendre sur le terrain, pour défendre les terres agricoles. C'est le cas à Gonesse, où on a obtenu déjà une première victoire contre EuropaCity. Et il faut maintenant se battre pour protéger les 300 hectares de terres agricoles. Je pense que tout le monde connaît Gonesse, mais tout le monde ne connaît peut-être pas Tropicalia, ce projet délirant dans les Hauts-de-France. Alors, il y a une mobilisation le 6 février. Là encore, je vous invite à soutenir, évidemment, et vous y rendre pour celles et ceux qui peuvent. Pour vous dresser le tableau, ils veulent faire la plus grande serre tropicale, donc artificielle, sur 2 hectares. Et le tout maintenu en permanence à une température entre 26 et 28 degrés. Et peut-être ce qui m'a choqué le plus, c'est que, évidemment, il y a beaucoup de papillons, puisqu'ils veulent reproduire l'Amazonie. Et les papillons ont malheureusement une durée de vie assez réduite. Et donc, pour entretenir ce fantasme, ce délire d'une serre tropicale sur 2 hectares, eh bien, ils vont faire livrer chaque semaine des chrysalides depuis l'autre bout de l'Atlantique. Voilà. Chaque semaine. Et donc là, on se demande vraiment, mais qui est hors sol et qui a les pieds sur terre? C'est qui les raisonnables dans l'affaire? Voilà. On nous a traités d'amiches, mais ceux qui sont véritablement déconnectés, c'est eux. Les terrestres et les pieds sur terre, c'est nous. C'était d'ailleurs le slogan
de Noël ma mère il y a déjà 20 ans. Et dans toutes ces mobilisations, à Tropicalia ou à Gonesse, finalement, il y a bien sûr les écologistes, mais il n'y a pas toutes les personnes qui tiennent des discours verts, ni la social-démocratie, ni la droite ni le libéral, et bien sûr, évidemment, pas le Rassemblement national ou la République en marche. C'est l'écologie, la force motrice de toute politique pour construire un monde meilleur. C'est ça le projet véritablement républicain. C'est le projet qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Parce que mener des politiques écologiques, c'est aussi réduire les inégalités sociales, parce que c'est intimement lié. Nous devons prévenir pour mieux protéger et prendre soin de la planète pour mieux nous protéger nous-mêmes. Alors, 2021, ça sera aussi le moment de tracer le chemin jusqu'au présidentiel. On aura plusieurs étapes. C'est l'adoption de notre socle programmatique en juillet, avec entre-temps l'organisation de conventions programmatiques dans le sillage et en lien avec, bien sûr, les campagnes régionales. Donc moi, je me réjouis de voir fleurir les propositions, les plateformes. C'est une excellente chose. Il faut finalement que tout l'écosystème, les mairies, les candidats, les parlementaires, les groupes locaux, les commissions, tout cet écosystème puisse travailler à faire grandir ce socle programmatique que nous aborderons, nous adopterons et nous mettrons en débat en juillet. Et je salue le travail de François Thiollet, délégué au projet, qui est déjà à pied d'œuvre. Tout cela doit converger pour aboutir à un socle programmatique à même de remettre notre pays sur les bons rails, ceux de la transition écologique dans la justice sociale. Et fin septembre, eh bien, la désignation avec une primaire ouverte à nos adhérents, bien sûr, et aux sympathisants et aux sympathisantes, la désignation de notre porte-drapeau. Et ensuite, nous proposerons aux autres forces qui se retrouvent dans notre projet un contrat de gouvernement, un contrat aux législatives, et nous travaillerons bien sûr également main dans la main avec les forces associatives. Vous voyez que cette année, elle est chargée, elle est cruciale. L'enjeu des régionales est absolument prioritaire et on voit que dans ces temps extrêmement sombres, notre pays se cherche une issue. Eh bien, nous porterons le flambeau de l'alternative. Tranquillement, mais sûrement. Je sais qu'on parlait de force tranquille. Moi, je trouve que ça nous va bien. Sérénité et détermination. C'est Jacques Bouteau qui me parlait de Guy de la Rigaudie, j'espère que vous connaissez, qui disait « Si tu veux que ton sillon soit droit, accroche ta charrue à une étoile ». Eh bien, en 2021 et puis en 2022, traçons notre sillon bien droit. Notre étoile, c'est l'écologie. Merci à vous.